Et 8h17 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes bien sûr la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, députée du Pas-de-Calais. Vous êtes l'ancienne et peut-être future candidate à la présidentielle. On va y revenir bien sûr. Mais je voudrais commencer par parler de Sébastien Lecornu qui vous a reçu hier, qui vous recevra à nouveau demain. Il vous a reçu hier pour parler des questions de défense, demain pour parler des questions de budget. Et il a eu cette phrase hier, il s'est adressé aux patrons français. Il leur a vanté, je cite, les mérites de la vitalité démocratique que nous traversons aujourd'hui. C'est le sens de l'histoire, dit-il, à propos de ce qu'il se passe en ce moment même à l'Assemblée. Est-ce que vous partagez l'idée que c'est une vitalité démocratique ? Non, mais la réalité, c'est qu'il veut défendre l'idée que le fait de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale serait devenu quelque chose de normal et même de souhaitable. C'est d'ailleurs un discours qui a été relayé de manière assez étonnante par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Je ne le crois pas. Je crois qu'il est évidemment beaucoup mieux d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale parce qu'une politique, elle doit avoir une cohérence avec des objectifs qui sont choisis par les Français. Donc vous comprenez bien que Sébastien Lecornu cherche à échapper à la dissolution et donc à de nouvelles élections, comme d'ailleurs l'ensemble des partis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Leur seul objectif, c'est pas de voter le budget, c'est pas de défendre les Français, c'est pas de lutter contre le chômage, c'est pas tout ça. Leur seul objectif, c'est de ne surtout pas avoir de nouvelles élections, de ne surtout pas retourner devant les Français. Alors lui, il dit que son seul objectif, c'est d'avoir un budget pour la France. Il dit sans budget, on ne peut pas y arriver. Il dit d'ailleurs à ses patrons à qui il écrit, vous avez exprimé vos inquiétudes sur la fiscalité. Je les entends et je mesure pleinement votre besoin de stabilité. Mais vous avez aussi compris le vrai danger, dit-il, pour le pays, ce serait l'absence de budget. Et c'est quand même vers ça qu'on s'oriente, non ? Il y a des chances. Oui, c'est l'hypothèse la plus crédible, en effet. Mais ça veut dire qu'en réalité, toute la procédure qui a consisté à, pour les uns, se trancher un bras, pour les autres, se trancher une jambe, pour ne surtout pas aller précisément devant les électeurs, n'aura servi à rien. Maintenant, si vous voulez, les grandes déclarations de M. Lecornu à l'égard des entrepreneurs, pardon, mais il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que dans son budget, celui qu'il a présenté, il y avait 28 milliards de dépenses supplémentaires et 19 milliards de prélèvements supplémentaires. Voilà, qui ont été baissés par l'Assemblée nationale à 12 milliards. Enfin, voyez, il dit de vous que vous avez voté 34 milliards d'augmentation d'impôts. Bah, il ment, voilà, il ment. Qui ment ? Lui, tous, Renaissance, tout cela. Parce qu'en réalité, ils se basent sur un dispositif que nous avons voté, qu'ils évaluent à 26 milliards. Ils sont les seuls d'ailleurs à l'évaluer à 26 milliards, puisque Bercy ne l'évalue même pas, qui consiste à faire payer aux multinationales étrangères le même niveau d'impôt qu'aux TPE PME françaises. Est-ce que c'est pas normal ? Donc c'est un dispositif de lutte, en réalité, contre la suroptimisation qui s'analyse au bout d'un moment en une fraude. Vous en avez voté beaucoup des taxes quand même. Non, pas tant que ça. Non, c'est beaucoup posé à des taxes. Parce que je crois que l'extrême gauche la surtaxe sur a les présenté revenus, 180... l'impôt sur la fortune improductive, vous en parliez un instant, cette surtaxe sur les bénéfices des multinationales, le doublement de la taxe sur les géants du numérique, la taxe sur les holdings patrimoniaux, l'exit tax, ça fait beaucoup de taxes. Alors, on va les reprendre une par une. D'abord, notre philosophie. Notre philosophie, nous l'avons posée dès le départ et nous l'avons suivie. Faire baisser les prélèvements sur les TPE-PME et faire baisser les prélèvements sur les classes moyennes et populaires. Et nous avons réussi à le faire. D'ailleurs, Madame de Montchalin l'a annoncé à plusieurs reprises qu'effectivement, à l'issue de ces votes, il y avait eu une baisse des prélèvements sur les TPE-PME et les classes moyennes et populaires. Et c'est vrai, une mise à contribution des grandes multinationales, notamment étrangères, et des hauts patrimoines par l'intermédiaire de l'impôt sur la fortune improductive. Bon, ça là, c'est pas le nôtre, puisque nous, c'était l'impôt sur la fortune financière. Mais quand vous dites il peut s'adresser en effet au patron Sébastien Lecornu, puisque dans son budget initial, il y avait quand même beaucoup de taxes. Vous aussi, vous avez besoin peut-être de les rassurer, les patrons. Vous en êtes où avec les patrons ? Certains disent de vous que vous êtes devenu communiste au moment de ce budget. Ça, c'est une partie de la droite qui vous accuse d'être carrément
évidemment devenu communiste. D'autres disent que vous draguez les patrons. Vous en êtes où? Oui, la droite nous traite de fascistes, la gauche nous traite de communistes. Ça veut dire qu'on est a priori plutôt maintenant, c'est la droite même qui vous traite de communistes. Bien positionné. Nous subissons un peu ce que le général de Gaulle subissait également à son époque, c'est-à-dire l'outrance des deux camps. Donc nous, très clairement, nous rencontrons les chefs d'entreprise. Nous leur indiquons que nous souhaitons une réindustrialisation du pays. Nous avons donc présenté et voté, quand ça a été présenté par d'autres, la baisse des impôts de production, parce que nous pensons que c'est un des freins à la réindustrialisation, mais que nous ne sacrifierons pas notre système de protection sociale. Et que nous pensons donc que il ne faut pas continuer à augmenter indéfiniment les prélèvements, qu'il faut faire des économies. Et nous en avons proposé dans notre contre-budget 57 milliards d'économies. Voilà. Le problème, c'est que nous n'avons pas pu encore analyser cette partie-là du débat budgétaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un ras-le-bol fiscal ? Mais il y a non seulement un ras-le-bol fiscal, il y a non seulement un problème de consentement à l'impôt, mais je veux dire, je le dis depuis des années, il y a surtout un problème de consentement à la dépense. Les Français ne sont plus d'accord avec la manière dont on dépense leur impôt. Voilà, ça c'est une réalité que ne veulent pas voir nos dirigeants. Ils considèrent, les Français, que plutôt que de leur demander en permanence des efforts, il faut faire des efforts spectaculaires sur l'immigration, il faut faire des efforts sur l'Union européenne, il faut mener une vraie politique de lutte contre la fraude et il faut mener une vraie politique de baisse des dépenses du train de vie de l'État. Voilà. Je vais vous poser la question dans un instant du 49.3, de la censure, mais puisque vous évoquez la question de l'industrie, deux questions très concrètes, l'une sur ArcelorMittal, l'autre sur Shein. ArcelorMittal, vous avez eu une forme de complicité sur le vote de la nationalisation d'ArcelorMittal, c'est-à-dire que vous avez usé d'une sorte de stratagème qui existe à l'Assemblée nationale et qui est parfaitement légal, c'est que vous êtes sorti de l'hémicycle, vous n'avez donc pas pris part au vote, mais vous avez laissé le vote sur ArcelorMittal passer. On est d'accord, vous n'étiez pas contre la nationalisation, mais vous n'avez pas été jusqu'à franchement le voter. Non, mais ça n'est pas ça. Nous étions pour un autre dispositif, qui est le dispositif de la Golden Share, c'est-à-dire, en fait, l'État a une part qui lui permet d'impulser la politique de l'entreprise et de déterminer c'est-à-dire pas de nationalisation, mais donc, une part importante. Voilà, exactement. Mais à partir du moment où nous n'avons pas ça, nous ne nous sommes pas opposés, en réalité, à la nationalisation. Mais ça veut dire qu'à la fin, vous êtes pour ou contre la nationalisation ? Non, mais pourquoi ? Parce que si nous n'avons plus d'acier, tous les grands discours qu'on entend de la part de nos dirigeants sur le réarmement de la France, sur le sauvetage de l'automobile, mais ce sont des paroles qui n'auront aucun effet. Nous devons avoir la maîtrise de notre oui, mais vous l'assumez pas complètement. Et nous ne l'avons pas. En fait, non, parce que vous dites que vous n'êtes pas pour la nationalisation d'ArcelorMittal, mais vous n'êtes pas non plus complètement contre. Madame, notre position, c'est la Golden Share. C'est notre choix. Si le reste du choix, c'est s'en désintéresser totalement et laisser mourir en réalité la sidérurgie ou nationaliser, pour nous, la nationalisation est le moins pire de ce qui peut nous arriver. Il y a Brandt là, qui se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Il y a 700 salariés qui sont prêts à reprendre d'ailleurs Brandt. Ça sera définitivement tranché par le tribunal de commerce demain. L'État est prêt à mettre 5 millions. Il y a d'autres millions d'un côté, mais il manque 10 millions. Est-ce que vous vous dites qu'il faut que l'État là-dessus aille pour mettre de l'argent dans Brandt? Oui, mais mettre de l'argent, si on ne met pas en place les conditions pour que la concurrence déloyale dont sont victimes nos entreprises cesse, ne sert à rien. Et on va parler de Chine. Moi, j'ai envie de parler de Chine parce que je n'ai jamais vu un exercice d'hypocrisie comme celui auquel j'ai assisté à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, je reprécise les choses effectivement. Chine dans la tourmente donc depuis 3 semaines, ou en tout cas dans le collimateur du gouvernement qui clairement souhaite sa suspension. Et c'est vendredi que la procédure de suspension engagée par le gouvernement contre Chine sera examinée par le tribunal judiciaire de Paris. Vous êtes pour, vous êtes contre la suspension? C'est pas le sujet, pas là, madame. Ça fait 25 ans, ça fait 25 ans que tous les gens là qui sont en train de hurler à la mort sur les conséquences de leur propre choix ont décidé d'ouvrir nos frontières à la Chine et notamment à l'époque aux vêtements chinois. On a dit,
vous êtes en train de préparer une catastrophe pour nos entreprises et pour la filière textile. Il a fallu quelques années seulement pour que la filière textile française disparaisse. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient pour l'ouverture des frontières. Et nous, quand nous disions qu'il fallait des droits de douane, on nous traitait de tous les noms, on nous disait qu'on allait faire vivre le pays en autarcie, que c'était épouvantable, que ça n'était pas le sens de l'histoire, etc., etc. Bon, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que nous avons été submergés par les vêtements chinois. Alors, maintenant, on fait quoi? Oui, mais attendez, parce que moi, je veux que les gens comprennent ce qui s'est passé. Pendant des années, la grande distribution était assez contente de cela. Parce qu'en réalité, elles achetaient le t-shirt 50 centimes, elles le revendaient 8 ou 9 euros, et les marges que faisait cette grande distribution étaient considérables. Et à l'époque, je disais et j'écrivais, il y a plus de 15 ans de ça, hein, mais est-ce qu'il y a sur le ticket du t-shirt le prix du chômage que ça engendre en France? Parce que ça change tout au prix définitif. Donc on a été complices. Donc, non, mais c'est pas ça. C'est qu'à compter du moment où ces marges sont mises en cause parce que ces énormes producteurs chinois vont vendre directement aux particuliers. Deviennent eux-mêmes les distributeurs. Voilà, là, tout d'un coup, on s'agite. Alors, moi, je suis pour, évidemment, la protection de notre marché. Je l'ai toujours été. Je suis pour qu'on mène une guerre à mort aux produits dangereux. Je le dis depuis des années. Il faut faire respecter nos normes. Mais ça, c'est la question des normes. Oui, mais c'est un sujet majeur parce que le gouvernement... Mais moi, je vous interrogeais sur la question du commerce. Mais attendez, parce que le gouvernement, que dit-il ? Il dit il faut mettre une taxe sur les petits colis parce que vous comprenez, il y a une partie de ces produits qui sont dangereux. Ok, donc vous allez continuer. C'est pas exactement ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'ils disent. Si. Alors, il dit deux choses. Il dit d'une part, effectivement, qu'il faut davantage vérifier. D'ailleurs, le ministre du Commerce a été lui-même à l'aéroport pour ouvrir les colis, vérifier que c'était aux normes, pas aux normes, etc. Et puis, par ailleurs, il y a cette question, effectivement, de taxer les petits colis. Certains, comme Philippe Juvin, le rapporteur du budget, voulaient carrément mettre 50 € de taxes pour que ce soit totalement dissuasif, on va sans doute retomber autour de 2 €. Mais il y a la question des normes d'un côté, il y a la question du commerce de l'autre. Ils ont bien mélangé les choses, je peux vous dire, à l'Assemblée nationale, en nous expliquant que nous serions ceux qui allaient faire s'étouffer les bébés avec les jouets qui ont des petits objets. Moyennant quoi, je leur ai répondu, donc vous allez vous faire étouffer les bébés, mais vous aurez pompé une taxe au passage. Parce que la taxe, évidemment, c'est celle qui vont être payées par les gens qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Comprenez ça? C'est-à-dire qu'ils sont responsables de tout, du début jusqu'à la fin. Pourquoi les gens, ils achètent sur ce type de plateforme? Parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils ne peuvent plus acheter, ils ne peuvent plus se faire ne serait-ce que de petits plaisirs parce que les salaires ne sont pas suffisants, parce que les impôts sont trop importants. J'entends parfaitement ces contradictions, Marine Le Pen, mais à la fin, il faut quand même trancher. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous repose la question. Est-ce qu'on taxe les petits colis? J'ai l'impression que non. On maîtrise nos frontières. Est-ce qu'on interdit l'entrée de ces colis? On arrête de baisser le nombre, par exemple, d'agents de la DGCCRF. Qui sont donc ceux qui contrôlent la qualité des produits. De douaniers. Voilà, on arrête de faire cela. Et moi, je vais vous dire... Mais on ne suspend pas Chine. Et je vais vous dire, très honnêtement, tant qu'ils ne respectent pas nos normes, si. Il faut qu'ils respectent nos normes. Mais il faudra qu'ils le fassent aussi, madame, dans l'agriculture. Parce que nos agriculteurs aujourd'hui qui sont confrontés à cette difficulté et qui voient arriver sur les étals des marchés des produits qui sont cultivés avec des pesticides ou avec des produits chimiques qui sont interdits chez nous, ils se disent pas mais il y a une injustice majeure parce qu'il est évident que lorsqu'on utilise un certain nombre de pesticides, on a une compétitivité meilleure. Donc vous êtes pour la suspension, pas pour les taxes parce que vous dites que ce sera payé par les consommateurs qui se tournent vers Chine. Je suis heureuse de voir que au bout de 30 ans, on s'aperçoit qu'en réalité, le Rassemblement national avait raison de dire que les frontières, c'est un élément de protection. Il ne s'agit pas de les fermer à double tour. Il s'agit, c'est comme la peau, vous voyez, c'est un filtre en réalité, c'est une barrière qui empêche les choses néfastes de pouvoir entrer. Vous avez peut-être entendu les propos de Nicolas Dufourcq, qui est le patron de la BPI. Il dit, je le cite, « Le tsunami chinois détruira toutes les PME industrielles, de la Pologne jusqu'à la Bretagne. Il faut que l'Europe se ferme temporairement le temps de se réarmer. » Oui, vous signez? Oui, d'accord, mais encore faut-il d'abord se réarmer. Parce que si vous interdisez, si vous voulez, ces importations, dont je tiens à vous dire que tous ces produits-là, dont on critique la qualité, etc., pour l'instant d'ailleurs, parce que moi, la crainte que j'ai, c'est que la Chine
augmente la qualité de ces produits, comme elle l'a fait donc dans d'autres sujets. Mais tous ces produits-là, ils sont vendus partout. La réalité, madame, ils sont vendus partout. Ils sont vendus dans toutes les chaînes qui existent en France et qui vendent des choses à bas prix. Tout vient de Chine. Voilà. Et je suis pas sûr que le contrôle qualité soit fait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, j'ai proposé qu'il y ait, qu'on mette en place une responsabilité au dernier vendeur. C'est-à-dire que le dernier vendeur, les enseignes doivent vérifier. Doivent apporter aux consommateurs la garantie du respect des normes européennes dans ce qu'ils vendent. Marine Le Pen, Emmanuel Macron veut une labellisation des médias. Il veut, je cite, que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'ils ont vérifié l'information avec une déontologie dont ils sont garants entre eux. Et hier soir, l'Élysée a publié une vidéo sur laquelle il parle même de fake news qui aurait été propagée non seulement par un certain nombre de médias, mais aussi par des politiques. Ils disent, quand parler de la lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Comment vous jugez cette question ? Bon, d'abord, je trouve cette vidéo indigne. Voilà, parce que ce n'est pas le rôle de la présidence de la République, qui précisément doit être au-dessus des partis et ne doit pas descendre dans l'arène, surtout en s'attaquant directement à plusieurs médias. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Voilà, elle est extrêmement dangereuse. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de maîtriser l'information. Alors, il dit que ce seraient les journalistes eux-mêmes les qui journalistes jugeraient choisis par qui par Emmanuel Macron. Donc ça revient au même. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de penser qu'il y a des journalistes, que le fait d'être journaliste vous rend intrinsèquement neutre et bienveillant. Est-ce que ça veut dire, Marine Le Pen, très bien, par exemple, les problèmes qu'il y a avec le service public. Et c'est si vrai qu'il y a actuellement une commission d'enquête Quand vous dites les problèmes qu'il y a UDR, avec le service public, un problème de neutralité évidente. Problème évident de neutralité du service public, bien évidemment. Et donc, cette commission d'enquête, d'ailleurs, j'en suis convaincu, impulsée par notre ami Éric Ciotti, le démontrera. Le problème, c'est que souvent, on dit, mais ah bah oui, mais vous voyez, il y a des télévisions privées aussi qui sont pas neutres. Mais c'est pas le sujet, en réalité. Mais vous choisissez une télévision privée, les journalistes qui vous interrogent ou pas. Une télévision privée a le droit de ne pas être neutre. Moi, je considère que l'Arcom ne devrait surveiller que le service public. Une télévision privée, elle a parfaitement le droit de ne pas être neutre. Mais le service public, lui, qui est payé par l'ensemble des contribuables, ne peut pas choisir un camp politique contre un autre. C'est pas possible. Ou alors, elle renonce au financement des électeurs qui lui déplaisent. Donc, dans ces cas-là, il faut que ce soit une privatisation des services publics. Oui, mais de toute façon, moi, je suis pour la privatisation pour d'autres raisons que celle-là. Certes, des raisons d'économie, mais aussi parce que ça permettra d'éviter justement que l'on puisse suspecter ou prouver que le service public n'est pas neutre. Marine Le Pen, les municipales, il y a quand même quelques questions qui se posent autour d'un certain nombre de candidats RN, le candidat en Corse notamment, un ancien nationaliste qui avait été condamné à de la prison pour terrorisme. Je suis quand même surprise, vous aviez tous dit qu'il fallait un casier judiciaire vierge pour être candidat. Est-ce que ce candidat en Corse, vous l'adoubez ? L'adoubé, j'ai pas à l'adouber. Je l'ai rencontré. Il est en effet nationaliste. Il a été aspiré en quelque sorte dans une spirale de violence. À l'époque, c'était comme ça. Il avait 18 ans. Et il a fait sauter la porte d'entrée d'une sous-préfecture. C'est éminemment condamnable. Et il le dit d'ailleurs. Il a fait 8 ans de prison pour cela. Donc là, pour le coup, la condamnation... Donc il est pardonné. Pour le coup, la condamnation a été sévère. Il a renoncé à la violence. Il est, je pense, le meilleur porte-parole d'ailleurs de cette renonciation à la violence. Il souhaite défendre l'identité corse tout en restant dans la France. C'est un garçon qui mérite d'être connu parce qu'il a des idées qui sont vraiment très solides. Et par conséquent, oui, j'ai donné mon accord à cette candidature. Fréjus, c'est quoi le problème avec David Rachlin ? Écoutez, il faut lui demander à lui. Moi, Non, mais je vous le demande aussi à vous, parce que, semble-t-il, il n'aura pas l'investiture du parti pour les municipales. Dans le même temps, j'ai encore vérifié ce matin, officiellement, en tout cas sur le site, il est toujours vice-président du RN. Oui, c'est en voie de règlement. Il ne sera plus vice-président du RN.
En tout cas, moi, je souhaite qu'il ne soit plus vice-président du RN. Il est viré, David Rachin. Non, enfin, ça se passe pas comme ça. Non, mais je veux dire, il ne peut plus prétendre. Ça se passe pas comme vous ça. Vous avez été déçu, il y a un certain nombre de procédures qui doivent avoir lieu. Il est encombrant aujourd'hui. Honnêtement, je suis pas du tout sûr que ça passionne les Français, quoi. On est au moment des municipales. Oui, David Rachin, vice-président du RN, c'était pas un candidat ou une personnalité très éloignée du cœur du parti quand même. Oui, jusqu'à présent. Vous avez raison. Mais voilà, la réponse à ces questions-là remplit pas le frigidaire, quoi. Ça remplit pas le frigidaire, on vient de le remplir là, on vient de parler des taxes et des questions du budget, mais je pense quand même que c'est une question très importante avant Ouais. Enfin, vous avez l'air de minimiser, peut-être non, qu'il faut minimiser, mais enfin, il était quand même vice-président du RN. Il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours et qui permettront d'éclaircir cette situation. Martine Vassal, la candidate LR à la mairie de Marseille, a laissé la porte ouverte à l'idée d'une alliance. Alors depuis, elle dit, c'est pas exactement ce que j'ai voulu, mais enfin, quand on lui a demandé s'il y aurait une possible alliance de second tour avec le RN, elle n'a pas dit non, elle a dit on verra à ce moment-là. Est-ce que vous seriez prêt à faire une alliance avec Martine Vassal? Non, mais d'abord, c'est pas à moi de répondre à ça. C'est aux candidats de Marseille. Mais ce que je note, c'est que le rejet absurde de toute capacité d'alliance, notamment dans des élections municipales au second tour, par les Républicains, en réalité, est en train de s'effondrer parce que c'est pas tenable. Voilà, c'est pas tenable parce que les électeurs, les Républicains ne comprennent pas pourquoi leur direction continue à faire élire des LFI plutôt que de faire élire des rassemblements nationaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on est au bout, en fait, de la logique de ce barrage républicain auquel les LR, qui est tout sauf républicain d'ailleurs, auquel les LR ont participé lors des dernières élections législatives. Municipales donc, présidentielles. Pourquoi Jordan Bardella ne serait pas le candidat à la présidentielle? Je veux dire, le candidat, quoi. Mais il n'y a pas de primaire chez nous, donc les choses sont extrêmement claires. Si je peux être candidate, je le serai. Si je ne peux pas être candidate, et il sera mon Premier ministre, si je ne peux pas être candidate, il le sera. Voilà. Et si vous pouvez être candidate, pourquoi il ne le serait pas? Et pourquoi le serait-il et que je ne le serais pas? Peut-être parce qu'il est en train de devenir quelqu'un de très bien placé. Vous avez peut-être regardé le Figaro ce matin, ce sondage IFOP, je le cite. Le casting présidentiel est encore loin d'être figé, mais à 1 an et demi du scrutin élyséen, Jordan Bardella apparaît toujours comme un prétendant incontournable. Parmi les possibilités testées, ils ont testé votre candidature et la sienne, mais ils vous devancent. Oui, mais vous voyez, la force de notre duo, la force démocratique en fait de notre duo, c'est que Jordan Bardella sera le premier ministre à ne pas avoir été nommé, mais à avoir été choisi par les Français. Et moi, je vais vous dire très clairement, je ne peux que me réjouir que la confiance que les Français ont en Jordan Bardella soit aussi solide. Mais c'est-à-dire que si ça se trouve, en effet, vous ne serez pas en mesure d'y aller. Non, moi je ne souhaite rien du tout. Je regarde effectivement les sondages et j'ai d'ailleurs posé la même question à Jordan Bardella. Parce que nous en avons décidé ainsi. Pourquoi il ne serait que le plan B? Pourquoi dire aux Français, Madame, finalement vous avez le plan B? Parce que nous en avons décidé ainsi. Mais ça peut changer. Et je vais vous dire une chose. La manière dont les élites, une partie de la magistrature, les médias, maintenant les instituts de sondage s'y mettent, cherchent à contourner en fait, les Français pour pouvoir imposer leur vue, choisir les candidats, ça ne fonctionne pas chez nous. Chez nous, c'est nous qui décidons. Vous voyez? C'est vous. Voilà. Non, c'est nous, c'est Jordan et moi qui décidons. Voilà. C'est comme ça. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez, vous agiter, chercher à créer de la tension ou de la dissension. Il n'y en aura pas. En revanche, vous aurez le choix de faire ça. Avec tous les autres partis, ça marchera très bien. Je suis quand même surprise que vous vous disiez que les Français puissent se satisfaire d'un plan B. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes en train de dire, voilà, c'est moi la candidate, et si je peux pas y aller, vous vous contenterez de Jordan Bardella. Mais ils se contenteront pas, puisqu'il a une cote de popularité qui est de plus en plus forte. Et encore une fois, je m'en réjouis. Donc c'est ça, j'ai l'impression, qui gêne ceux qui nous combattent ou ceux qui cherchent à nous affaiblir, c'est que nous avons au Rassemblement national 2 personnalités qui ont la confiance des Français. Et ça a l'air de gêner. Bien, c'est comme ça. Et ces 2 personnalités, elles vont combattre ensemble. Et si par une torsion du droit et une torsion de la démocratie, j'étais empêché d'être candidate, ce qui n'est évidemment ce à quoi je ne me résous pas,
Soyez bien Vous conscients de voulez ça. être candidate, vous Oui. espérez être candidate, Oui. vous pensez que vous le serez. Mais je pense surtout que ce serait honteux qu'on m'empêche de l'être. Vous voyez. Et donc, je vais me battre en appel, devant la cour d'appel, et je vais défendre mon innocence, et donc défendre le droit aussi des Français à pouvoir voter pour qui ils le souhaitent. Mais on a senti, ou en tout cas peut-être j'ai senti, parfois une forme de découragement chez vous. Oui, enfin, vous savez, ça, j'ai entendu ça 50 fois. J'ai été enterré, je pense, 10 fois dans ma carrière. Je me demande d'ailleurs si au bout de 10 fois, le 11e enterrement est gratuit, peut-être. Je ne vous enterrai pas, je pense que le découragement est humain. Oui, oui, il est sûrement humain. Mais il n'est pas trop dans mon ADN, moi. Ça ne fait pas partie de mes défauts, parce qu'en politique, le découragement est un défaut. Il faut être combatif, il faut être persévérant, parce que c'est ainsi qu'on arrive à défendre son pays et son peuple. Si vous êtes innocentée, vous serez candidate, c'est sûr. Sûr. Sûr et certain. Sûr et certain. Il n'est pas question qu'à ce moment-là, vous vous disiez, parce que les choses ont évolué d'ici là, encore une fois, c'est dans longtemps, que finalement, peut-être Jordan Bardella serait un meilleur candidat que vous. Ça n'est pas notre choix commun. S'il était un meilleur candidat que vous. Pardon, je vous repose la question parce que je suis quand même surprise que cette option n'existe pas dans votre esprit. Ça n'est pas notre choix commun. Est-ce que ça devient encombrant d'être deux sur la ligne de départ? Non, au contraire. C'est une très grande force pour nous d'être deux sur la ligne de départ, parce que croyez-moi, il va y avoir du boulot pour deux, vu la situation catastrophique de notre pays que nous laissent nos prédécesseurs, si tant est que les Français nous fassent cette confiance. Je rebondis sur un point que vous venez de dire. Vous venez de dire, si je suis la candidate, il sera mon Premier ministre, et vous vantez comme justement une force démocratique que d'avoir un Premier ministre choisi. Je vous pose la question à l'inverse. Si toutefois vous ne pouviez pas être candidate et que c'était lui qui était le candidat, alors serait-il dans la même logique sur un ticket, vous comme Premier ministre, lui comme président? Non, je l'ai dit, je ne souhaite pas, dans ces conditions-là, dans cette hypothèse qui reste hypothétique par définition, être Premier ministre, mais je serai son premier soutien. Vous serez son premier soutien? Vous pourriez être présidente du parti dans ce cas-là? J'ai déjà donné, si je puis me permettre. Ça veut dire que vous partiriez? Non, je serai son premier soutien. Mais on peut, vous savez, être un soutien, y compris un soutien très, très présent, et je l'espère utile, sans obligatoirement avoir quelque chose sur sa carte de visite. Un dernier mot sur l'agression dont il a été victime. Il a reçu un œuf à Moissac, Jordan Bardella. L'homme sera jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Il a 74 ans. Il avait déjà lancé un œuf sur Éric Zemmour. Est-ce que cet œuf... c'est grave, c'est très grave, c'est pas grave? Je vous ai pas entendu vous exprimer dessus. Non, mais c'était un symptôme en réalité. C'est un symptôme d'une violence en politique que commence à subir tout le monde et que nous subissons depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que ça dure. Et à l'époque d'ailleurs, ça ne scandalisait personne. Parce que dans notre pays, les gens sont plus scandalisés en fonction de qui vous êtes qu'en fonction de ce qu'on vous a fait. Moi, j'ai des milliers d'images de nos militants agressés, les bus attaqués dans les meetings. Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est l'extrême gauche. Est-ce qu'on va le dire ou est-ce qu'on va pas le dire, en fait? De manière quasi systématique, les violences en politique sont le fait de l'extrême gauche. Ce sont eux qui empêchent la tenue des conférences de presse par la violence. Personne d'ailleurs n'en appelle à la liberté de la presse dans ces cas-là. Ce sont eux qui essayent d'empêcher la tenue des meetings. Ce sont eux qui s'introduisent dans les meetings pour y semer la perturbation. Ce sont eux qui font des contre-manifestations en permanence, qui vous empêchent de faire des marchés, etc., etc. Donc c'est à eux qu'il faut demander des comptes maintenant. Et c'est à eux qu'il faut dire, la violence en politique, c'est non. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur vous-même, Marine Le Pen? Non, non. Donc ni découragé, ni peur. Oui, non, mais ça aussi, c'est pas trop dans mon ADN. Non, mais j'imagine que quand vous nous dites que la violence est là depuis 30 ans, qu'elle ne cesse de monter, j'imagine qu'il y a quand même des moments où on s'inquiète. J'avais 8 ans et j'étais dans mon lit quand une bombe a explosé et a détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel nous dormions. Donc, bon, voilà, la peur, du coup, s'est évaporée à partir de ce moment-là. Quand on a vécu ça, on n'a plus peur de rien? C'est un peu vrai, oui. Est-ce que les choses se sont quand même dégradées depuis? Les choses se sont... Pas au point, je veux dire, évidemment, quand on a vécu un attentat. Mais est-ce que le climat global dont vous dites qu'il y a ce dernier symptôme... Pas pour nous,
parce que nous, encore une fois, nous avons été traités de manière un peu particulière depuis 30 ans, mais de manière générale en politique, il y a un climat de violence qui s'installe, et il y a aussi, et c'est aussi grave, je crois, en tout cas presque aussi grave, un climat d'acceptation de cette violence, de justification de cette violence. Et moi, quand j'entends des journalistes, des éditorialistes parfois, ou des responsables politiques venir justifier la violence au motif qu'elle tombe sur leurs adversaires, je suis scandalisé. Parce que, je le répète ici, je l'ai déjà dit devant vous, quand on a des principes, on ne les adapte pas en fonction de la personne qui peut en bénéficier. Les principes qu'on réclame pour soi-même, on les accepte. Vous les défendriez? On les défend, évidemment. Aussi pour des élus d'extrême gauche dont vous venez de parler. Des adversaires, bien évidemment. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions ce matin de votre invitation. sur RMC et BFM TV. Il est 8h47.